Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abara, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins. Je valorise la communauté noire, je valorise le peuple noir, je valorise les femmes noires authentiques, celles qui acceptent, qui assument leurs cheveux et leur peau. Je valorise les hommes, comme Zach les appelle, les hommes alpha, c'est-à-dire les hommes noirs qui sont sortis de la médiocrité et qui apprennent à s'affirmer pour que, enfin, qui s'affirment face aux Occidentaux pour que, enfin, notre peuple soit respecté, pour que notre peuple cesse d'être des serpillères. Je valorise aussi ces femmes-là qui ont compris que le changement de la communauté noire passera par elle, oui, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'hommes, c'est une histoire de femmes et d'hommes. Donc, il faut que chacun de nous s'implique. Je valorise en fait tout ce qui permet à notre communauté de s'émanciper, de s'élever. Donc, si tout ce que je viens de citer te parle, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à partager. Voilà, aujourd'hui, bien sûr, j'ai oublié un point, je valorise aussi l'entrepreneuriat. Je valorise l'entrepreneuriat parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec un petit budget, avec moins de 300 euros. Et donc, j'encourage aussi les femmes, surtout les femmes, à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est en étant, ou alors c'est en devenant des femmes indépendantes que notre communauté va changer. Il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes noires indépendantes financièrement parce que c'est l'argent, malheureusement, qui impose le respect. Il n'y a qu'à voir ceux qui sont puissants, ce sont ceux qui ont de l'argent. Je vais parler justement d'une situation. En fait, c'est une dame qui m'a raconté une histoire. Je vais la raconter vite fait. C'est une dame qui s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle avait déjà 2 enfants et elle a rencontré un homme. Ils se sont mariés et ils n'ont pas pu avoir d'enfants ensemble. En fait, elle soupçonne aujourd'hui que c'est l'homme qui ne voulait pas faire d'enfants avec elle. Parce que lui, il a pu faire des enfants avec une autre femme au pays. Donc, ils sont restés mariés et régulièrement, le monsieur allait au pays. Et il disait que voilà, je vais au pays pour qu'on puisse investir, pour qu'on puisse acheter des parcelles de terrain. Et donc, à chaque fois que le monsieur y allait, c'était généralement à la fin de l'année et ils partaient avec toutes les économies qu'ils avaient fait tout au long de l'année. Et l'idée, c'était d'aller investir, acheter des parcelles de terrain. Ils avaient même lancé un chantier. Donc, elle faisait vraiment confiance à son mari. Et à côté de ça, elle a beaucoup soutenu sa belle famille parce ils sont mariés. Elle a soutenu sa belle famille, c'était de l'argent, les cadeaux. C'était vraiment la prise en charge. Elle envoyait régulièrement de l'argent. Elle me dit qu'elle a 3 boulots. Elle me dit, ma soeur, je n'avais plus de vie. J'étais toujours en train de travailler. J'étais toujours en train de travailler à un moment. Mon mari m'a dit qu'il allait il travaillait à temps partiel. Donc, il s'occupait de mes enfants. Parce qu'il a adopté mes enfants. Voilà, elle me dit que par contre, je reconnais qu'il était un très bon père pour mes enfants. Il s'occupait bien. Je n'avais jamais douté qu'il pouvait me faire ça. Alors, le monsieur est parti en vacances. Là, vraiment, vous savez, là, on est à la période des départs en vacances. Donc, le monsieur est parti au Cameroun. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un proche de la famille de l'homme qui l'a appelé? Mais en tout cas, elle me dit qu'elle a reçu un voice sur WhatsApp avec elle ne connaît pas la voix et elle me dit même que la voix est brouillée. C'est comme vous savez les voix comme quand c'est un robot qui parle. Donc elle me dit qu'elle a reçu un voice dans lequel on était en train de lui donner certains détails, en train de lui dire qu'est-ce que tu sais que ton mari est rentré définitivement au Cameroun, qu'il est venu s'installer avec sa famille. Est-ce que tu sais que ton mari a une famille ici? Excusez-moi, je veux boire. Alors je partage. C'est un jus de clou de girofle. J'ai ajouté du miel pour sucrer et un peu de jus de citron. C'est ma soeur qui m'a conseillé ça. Il paraît que ça fait maigrir et que ça a d'autres vertus. Ça nettoie les reins. Donc depuis 3 jours, c'est ça que je bois. Je ne bois pas de l'eau, c'est ça que je bois. Je l'aurais bien. Donc je partage avec vous. Si jamais ça intéresse quelqu'un, il paraît que ça a des propriétés amaigrissantes. Alors, la dame me dit qu'elle appelle donc son mari pour lui dire, voilà, elle lui a transféré le voice et lui, voilà ce que je viens de recevoir. Elle a même reçu des photos aussi, des vidéos
Et là, le monsieur l'a bloqué. Quand le monsieur la bloque, elle va donc commencer à fouiller dans la maison et là, elle va se rendre compte que non seulement ils étaient déjà endettés puisqu'ils avaient des projets, ils étaient censés avoir des projets ensemble. Donc ça, elle savait qu'ils étaient endettés, mais elle s'est rendue compte que le monsieur a vidé leur compte commun, leur compte joint. Le monsieur a pris d'autres crédits et le problème, c'est que comme ils sont mariés, il est fort probable qu'on lui demande de rembourser ces crédits-là. Et même, il est allé plus loin. Il a même pris d'autres crédits aussi au nom de, de la dame. C'est-à-dire qu'il a acheté des choses. Vous savez, il y a des paiements qu'on achète en 4 fois, en 5 fois, en 10 fois, en 15 fois. Ben, c'est facile. Maintenant, tout se fait en ligne. Alors, si vous voulez acheter un truc, on vous demande d'envoyer quoi? Vous envoyez vos fiches de paye, vous envoyez votre RIB, vous envoyez votre pièce d'identité. C'est facile. Ça aussi, je pense que c'est un problème parce qu'on ne va pas vérifier si c'est vraiment la bonne personne qui le fait. Donc, la dame se retrouve aujourd'hui avec plus de 100 000 euros de dette. Et là, elle m'a dit que ça, c'est ce que j'ai déjà découvert. Je ne sais pas si je vais tomber sur d'autres surprises. Le monsieur est injoignable. Alors, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que c'est une dame qui me dit: j'étais prête à tout pour mon mariage. J'étais prête à tout pour que mon mari soit heureux. J'étais prête à tout pour soutenir ma belle famille. J'étais prête à tout pour que ma famille soit toujours bien. À un moment, j'avais 3 boulots. J'ai ralenti un peu. Elle me dit qu'elle travaillait. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'elle travaillait dans le secteur médical. Donc, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle avait un travail normal. Donc, elle travaillait du matin jusqu'à la fin de la journée. Et ensuite, elle avait un autre travail la nuit. Donc, elle allait faire les trucs de garde, des systèmes de garde. Et le week-end aussi, elle travaillait. Elle me dit: ma sœur, je suis épuisée. Ce qui me fait aussi mal dans cette histoire, c'est que cette femme, elle a plus de 50 ans. Elle pleure, elle me dit: comment je vais faire pour me relever? Comment je vais faire pour rembourser ses crédits et pouvoir encore me stabiliser? Bien sûr, elle a sombré dans la dépression, elle ne va pas bien. Elle me dit: en moins d'une semaine, je suis sûre que j'ai déjà perdu une vingtaine de kilos. En moins d'une semaine. Alors, le problème, c'est que elle n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur. Elle a eu ses 2 enfants. Donc, le monsieur l'a connue avec les 2 enfants. Il me dit: je n'ai rien fait pour mes enfants. Rien, parce que moi, je savais que ce que je faisais, c'était pour mon mari et moi. Moi, je pensais que mon mari m'avait fait croire, puisque moi, j'avais déjà des enfants, il m'a laissé entendre qu'il avait des problèmes de fertilité. Et quand j'ai insisté, j'ai voulu qu'on cherche, il m'a dit: non, c'est pas grave, on a déjà 2 enfants, j'accepte tes enfants. Et elle me dit qu'il se comportait tellement bien avec mes enfants que je ne pouvais pas me douter qu'il pouvait me faire ce genre de choses. Et le monsieur, d'après les informations qu'elle a reçues, il a une femme au pays avec 4 enfants, mariée officiellement et à l'église. Donc la famille de l'homme est au courant, mais elle me dit: tous les mois, j'envoyais l'argent à ma belle-mère. Et c'était toujours, on me posait des problèmes: ah, tel est malade, ah, les problèmes de scolarité, ah, des problèmes de loyer. J'étais toujours disponible pour ma belle famille parce qu'elle me dit: j'essayais de compenser le fait que mon mari s'occupait tellement bien de mes enfants que j'essayais de compenser ça aussi pour pour soutenir sa famille. Je me disais: il s'occupe bien de mes enfants, ce ne sont pas ses enfants, il les a adoptés. Si moi aussi je peux essayer de compenser cela en m'occupant de sa belle famille, si moi aussi je peux me faire accepter, si je peux faire accepter mes enfants. Voilà pourquoi je fais ça, parce que je lui ai posé la question mais pourquoi tu t'es autant investi? Je ne peux pas blâmer cette femme parce que normalement, c'est ça le mariage. Quand vous vous mariez, vous êtes censé vous investir dans votre relation. Mais sauf que surtout que là même, elle dit que c'était même pas à sens unique, puisqu'elle reconnaît que son mari s'occupait tellement bien de ses enfants. Ses enfants appellent le monsieur papa. Ce qui me fait mal dans cette histoire, comme je le disais, en fait, il y a 3 choses qui me font mal dans cette histoire. La première, c'est l'âge de cette femme, parce qu'à plus de 50 ans, je ne sais pas comment elle va faire pour terminer de rembourser ses crédits, pour guérir de cette blessure, pour se relever et pour pouvoir avancer. Première chose. Deuxième chose, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va faire pour se faire pardonner auprès de ses enfants, parce que ses enfants vont lui dire: maman, toi tu n'as fait qu'investir pour cet homme-là, parce que le monsieur est marié au pays, il a 4 enfants au pays avec une autre femme. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, entre l'achat des parcelles de terrain, entre la construction de la maison, encore bon, il lui avait montré les photos de la maison, machin. Et quand je lui ai demandé mais pourquoi tu n'es pas allé au pays pour aller vérifier, elle me dit: ma belle famille est tellement bien avec moi.
Mon mari était tellement bien et il était toujours fidèle. Je ne l'ai jamais soupçonné d'infidélité depuis tout le temps qu'on est resté ici. Il était toujours à la maison avec son travail partiel. Dès qu'il rentrait du travail, il restait à la maison. Il allait chercher les enfants. Il s'occupait bien des enfants. Puisque moi, j'avais... Je, elle me dit, j'étais une femme épanouie parce que j'avais mon homme et moi, on formait une équipe. Et puis, il y a ma belle famille qui était toujours là, les appels, les messages. Je ne pouvais pas soupçonner un truc pareil. D'ailleurs, ma belle famille parfois me parlait du chantier, des investissements qu'on avait au pays. Je ne pouvais pas me douter d'une telle chose. Mais c'est clair que la belle famille était complice. C'est clair qu'elle était complice. Donc, ses enfants vont lui reprocher le fait que maman, tu as travaillé durement pour finalement prendre soin d'un gigolo. Je ne sais pas si je dois appeler cet homme gigolo parce qu'il a quand même été bon avec elle, il a quand même été bon avec ses enfants. En tout cas, ses enfants lui diront, maman, tu t'es tuée au travail pour élever un homme, pour préparer un héritage à un homme. Et à nous, tu ne nous as rien fait. Donc, parce qu'elle me l'a dit, mes enfants, je n'ai rien fait pour mes enfants. Et maintenant, comment est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas la force pour aller travailler. Je suis plus toute jeune quand j'avais la force. Troisième chose qui me fait mal dans cette histoire, c'est que au Cameroun en particulier et de manière générale en Afrique, parce que dans mes deux pays, c'est une réalité que j'ai constatée, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, qui sont mes deux pays, j'ai constaté la même chose. On éduque les jeunes filles très tôt à penser au mariage, c'est-à-dire les jeunes filles sont focus sur le mariage. Une femme qui n'est pas mariée dans l'un de mes pays n'est pas valorisée, elle n'est pas considérée comme une femme qui a réussi. Vous pouvez même voir une femme qui n'a pas une brillante vie professionnelle, qui n'a pas fait de brillantes études, qui n'a même pas des valeurs. Mais le fait qu'elle soit mariée, le fait qu'elle soit épouse d'eux, elle est mieux, elle est plus respectée qu'une femme qui a tout réussi, mais juste parce qu'elle n'est pas mariée, on la considère comme ayant raté sa vie. Et ça fait que ça met une pression incroyable aux femmes. Ça met une pression incroyable aux femmes. Et les hommes ont compris ça parce que autant on éduque la femme comme étant la petite proie qui va se faire dévorer par les hommes, on éduque les hommes comme étant des prédateurs. Et ils le savent, ils savent que les femmes sont tellement avides de se marier qu'elles sont prêtes à tout pour se marier. Ils en profitent. Ils en profitent et moi ça me fait mal parce que je me rends compte que même en 2023, parce que celle qu'il a épousée là, est-ce que c'est une victime ou alors est-ce qu'elle était au courant? Mais je suis certaine qu'elle était au courant que le monsieur était marié ici. Puisque même les appels, elle me dit qu'elle n'a jamais reçu les appels. Donc ils se sont organisés de telle sorte que elle me dit qu'elle a demandé à ses enfants s'ils n'ont pas remarqué un truc, est-ce qu'il n'y avait pas des appels? Elle me dit non. Donc elle savait, son mari lui a certainement dit, moi je suis là pour nous chercher l'argent, tu te calmes, c'est toi ma femme du pays, je n'ai pas d'enfant avec elle, donc reste tranquille, reste à ta place. Je prends la quantité nécessaire d'argent et quand j'aurai réuni la somme, je viens te rejoindre et puis c'est bon. Donc je ne peux pas dire que c'est une victime. Et vous allez donc voir qu'il y a de nombreuses femmes qui sont parfois prêtes à accepter de tels deals juste parce qu'elles veulent elles aussi se positionner dans un foyer. Vous allez par exemple voir le phénomène des tisards, le phénomène des Njomba où les femmes sont prêtes à tout parfois même pour détruire les foyers des autres. Elle sait qu'un homme est marié, mais elle s'en fout. Elle, tant que tu l'entretiens, tant que tu lui donnes l'argent, le reste, ce n'est pas son problème. Sans parler des histoires d'envoûtement où elles vont envoûter les maris des gens. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on met dans la tête de la femme qu'elle ne peut rien faire sans l'homme. Elle ne peut rien faire sans l'homme. Elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas réussir, elle ne peut pas être une femme accomplie sans l'appui de l'homme, sans l'accompagnement de l'homme, non, 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 non et non. Une femme peut tout à fait, une femme a le potentiel, une femme a les capacités de réussir sa vie, de réussir ses études, de réussir beaucoup de choses, beaucoup de plans, beaucoup d'aspects de sa vie sans l'appui d'un homme. Les hommes ne sont pas pourvus de 5 cerveaux. Alors, je ne comprends pas pourquoi jusqu'en 2023, les femmes sont toujours prêtes parfois même à accepter n'importe quoi. Bon, pour le cas de cette dame, elle me dit qu'elle n'a jamais remarqué quelque chose. Son mari l'a respectée, son mari était en soutien pour elle, l'encourageait. Oui, va travailler, tu le fais pour nous. Donc, on va dire qu'il était entre guillemets un bon mari, même si il menait une double vie.
Donc moi, la question que je pose vraiment aujourd'hui, c'est que jusqu'à quand ça va durer cette situation où les femmes vont continuer à tout accepter pour être mariées? Parce que pour le cas de ces dames, elle me dit que ça allait. Mais pour celles qui se retrouvent dans les foyers où ça ne va pas, où elles sont méprisées, où elles sont rabaissées, je ne parle même pas des cas d'infidélité parce que ça, c'est autre chose. Alors, il faut savoir que en Afrique, de manière générale, vous allez partir dans les pays ou dans les ethnies où on va vous raconter des choses que les femmes subissaient ou même que les femmes subissent encore. J'ai par exemple regardé un documentaire, je crois que c'était en Tanzanie. Je ne sais pas si c'était en Tanzanie ou en Namibie, où les femmes là-bas, mais dans les villages, bon, dans les villes ça va plus ou moins, mais dans les villages, les femmes ont vraiment un statut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une très grande différence entre les femmes et les animaux. Limite même, une vache a plus de valeur qu'une femme parce que la vache, elle va produire du lait, elle va produire des petits qu'on va vendre, qu'on va manger. Mais c'est incroyable. Alors, dans le village de ma mère, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps parce qu'elle me dit que c'est son grand-père en fait. Quand je dis grand-père, vous savez, à cette époque-là, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Les hommes font beaucoup d'enfants extra-conjugaux. Donc, il y avait beaucoup d'enfants qui sont nés dans le village de ma mère et c'était les enfants de son grand-père. Donc, il y avait des enfants officiels et des enfants officieux. Et parfois, même, on savait que c'était ses enfants parce qu'elle me dit que, curieusement, tous ces enfants lui ressemblent. Alors, elle me dit que quand son grand-père est mort, il avait plusieurs enfants. Et alors, ce n'était pas son grand-père direct, c'était le cousin, non pas le cousin, le demi-frère de son grand-père. Et donc, il avait beaucoup de femmes. Et parmi ces femmes-là, il avait une femme, Bassa. Donc, les autres étaient de son ethnie. Et puis, il y avait une qui n'était pas de son ethnie. Et elle n'avait fait qu'un seul enfant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans son village, à chaque fois qu'un homme décédait, les hommes qui avaient beaucoup de femmes, qui avaient plus ou moins un statut de dignitaire, un statut de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui notable ou élite, quand il décédait, on disait qu'il ne va pas mourir, il va partir, mais il ne va pas partir seul. Il faut qu'il ait une femme qui va l'accompagner, qui va aller s'occuper de lui, qui va continuer à prendre soin de lui. Et donc, on choisissait l'une de ces femmes. Alors, ça pouvait être celle qui était la plus rebelle, celle qui était la moins aimée, celle qui n'avait pas fait d'enfant, ou celle qui avait soit un enfant ou deux enfants. En tout cas, on choisissait toujours une femme qui était vraiment défavorisée par rapport aux autres. Et donc, vous comprenez que pour que tu ne te retrouves pas dans ces conditions-là, il fallait que tu sois vraiment soumise pro max, en fait. Pour que tu puisses bénéficier des bonnes grâces de ton mari, pour qu'il puisse bien parler de toi, il fallait que que tu aies des médailles olympiques de soumission, des médailles d'or olympiques de soumission. Alors, quand il est décédé, on a choisi la femme Bassa parce que voilà, elle avait fait qu'un seul enfant, un fils. Et la dame savait que c'est elle qu'on allait choisir. Elle a envoyé son fils de mener un peu, d'aller espionner, d'écouter, de faire des tours pour écouter si on va dire que c'est elle qu'on choisit. Parce qu'ils appellent souvent un truc où les gens vont parler en aparté, on appelle ça dans ma langue histoire. Donc ils sont partis, ils vont parler en aparté, et puis ils ont parlé de ça. Et le petit a eu confirmation de ce que sa maman lui avait dit. Il est venu dire à sa mère qu'effectivement, c'est toi qu'on va choisir. Alors, ça, il faut savoir que les vœux, elles sont toutes assises, elles ne peuvent pas fuir, elles sont toutes assises là parce qu'il faut bien pleurer le mari. Et puis, il faut savoir qu'à cette époque-là, les femmes, de toute façon, n'avaient pas de droit. Donc, elles n'ont pas le choix, elles doivent rester là parce qu'une fois que tu es mariée, tu ne peux plus retourner dans la famille de ton père. Et donc, il est venu murmurer à sa mère à l'oreille que, effectivement, c'est toi, mais je ne vais pas laisser faire. Je ne peux pas laisser faire une telle chose. Sa mère lui dit non, tu vois, tu es tout seul, tu ne peux. Il a dit non. Parce qu'il faut savoir que la dame avait appris à parler sa langue à son fils. Donc, elle lui parlait à sa langue en lui disant non, il ne faut pas, il laisse tomber. Le petit, c'était un jeune, il avait moins de 15 ans. D'ailleurs, ma maman me dit il avait moins de 15 ans, mais bon, vous savez qu'à cette période-là, les histoires d'actes de naissance, on ne peut pas bien situer, mais le petit avait moins de 15 ans. Très vaillant, très brave. Il est parti prendre une matière. Il a commencé à aiguiser une matière.
Eh bien, on le voyait, vous savez, quand il y a deux, il y a des gens, et puis voilà, les cérémonies, les rites et tout, on le voyait faire, mais personne ne pouvait se douter qu'il était en train de préparer le coup. Et je ne sais pas par quelle magie le petit, il a caché la machette. Et la cérémonie a continué. Et quand on a, au moment de l'inhumation, quand on a descendu le corps de son père dans la tombe, et donc les veuves étaient toujours là. Et au moment où on voulait saisir sa mère pour l'agiter, il faut savoir qu'on les enterrait vivantes. On enterrait ces femmes vivantes. Et au moment où on voulait saisir sa mère, puisqu'il savait déjà ce qui allait se passer, il a sorti la machette et il a tranché le bras de la personne qui avait attrapé sa maman. Heureusement qu'il n'avait pas coupé le bras, mais il a grièvement blessé. Et là, il a dit, la personne qui touche à ma mère, je vais en découvrir avec elle. Et ça a fait que non seulement ça a effrayé les gens, parce que les gens ne s'y attendaient pas, donc c'était la débandade, les gens ont commencé à courir. Bon, on l'a un peu calmé, on a réussi à le calmer, sauf que sa maman avait réussi à s'enfuir. Elle a réussi, elle a réussi à s'enfuir. Pardon. Et là, quand on a fait revenir les gens, voilà, on a attrapé le petit, on l'a ligoté, on l'a fessé, puis on l'a dit qu'après on allait encore s'occuper de lui. Voilà, vous savez, oui, on a commencé à parler, ah, mais ce petit, il est respectueux, machin truc. Et là, quand les autres femmes sont revenues, les autres enfants aussi ont dit, personne ne touche à notre maman. Vous avez décidé de toucher une femme, vous avez choisi une femme, c'est soit elle ou rien. Personne ne touche à nos mamans. Et donc, les autres enfants aussi se sont rébellés. Et c'est comme ça que dans le village de ma mère, plus jamais on a enterré une femme vivante avec un dignitaire, avec son mari. Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, et même au Maroc, parce que j'ai échangé avec une dame marocaine qui me disait que même au Maroc, il n'y a pas longtemps, les lois là-bas aussi, les femmes, par exemple, elles n'avaient pas le droit de divorcer. Si elles étaient répudiées, elles ne pouvaient pas retourner dans la maison familiale, elles n'héritaient pas de leur papa. Il y avait beaucoup de lois là-bas au Maroc. Et donc, quand il y a eu les histoires du printemps arabe, ça fait partie des lois que le roi Mohamed, je ne sais pas si c'est Mohamed VI, en tout cas, c'est les choses que le roi Mohamed a revues en place pour essayer de... C'est pour ça qu'on le présente toujours comme étant un roi très moderne, on le présente toujours comme étant un roi très flexible, très tolérant, parce que justement, il a vite compris, je pense même que même avant le printemps arabe, hein, il paraît qu'il a toujours vraiment été quelqu'un d'un peu free par rapport à ses prédécesseurs. Donc, il a justement fait en sorte qu'on puisse voter beaucoup de lois pour protéger les femmes. Parce que même, comme je vous dis, même au Maroc, et vous savez que par exemple en Arabie Saoudite et bien ailleurs, les femmes n'ont pas de droit. Elles n'ont pas de droit, c'est vraiment... il y a des pays où une femme, elle n'a le droit de rien dire. Elle ne peut pas divorcer, elle ne peut pas... Même si elle subit les pires atrocités dans son foyer, elle n'a nulle part où aller parce que quand elle est déjà partie en mariage, son sort est scellé avec celui de son mari et c'est comme ça, c'est à vie. Et donc, au Cameroun, je disais tantôt que il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse, cette loi a moins de 20 ans. Le temps passe vite donc. Mais en tout cas, cette loi a moins de 20 ans, où on a voté une loi au Cameroun, ou peut-être 30 ans, où on a voté une loi, parce que j'entendais ma maman parler de ça quand j'étais enfant, donc je pense que cette loi elle a moins de 20 ans. Et donc, on a voté une loi au Cameroun pour que les filles puissent enfin hériter de leur père. Est-ce que vous le saviez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps au Cameroun, les filles n'héritaient pas de leur père. Quand un homme ne faisait que des filles, ce sont ses frères qui héritaient de ses biens. Donc ce sont les cousins qui venaient hériter des biens et les filles devaient partir. Si elles ne pouvaient pas partir en mariage, en tout cas elles ne restaient pas là, il fallait qu'elles trouvent un endroit où aller. Et ça faisait que les femmes, elles se retrouvaient dans les mariages, encore une fois de plus, où elles subissaient, où elles subissaient des atrocités incroyables. Mais elles devaient subir parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Je vais arrêter cette vidéo, je vais faire juste la suite